Je vais pas partir au Népal, faire une introspection et ensuite trouver vraiment le guitariste qu'il me faut. Comme j'aime bien faire plein de concerts, du coup je me dis je vais refaire un album. Une pluie de concerts va s'abattre sur nos belles régions. En effet, je serai en concert le 24 septembre à Brie-Comte-Robert, le 30 septembre à Istres. Si tu n'as plus de quoi t'acheter à manger, tu vas maigrir, tu vas être bonne, tu vas choper. Si depuis ta famille est morte, tu es un peu amer, pense à tous les cadeaux de Noël que tu n'auras plus à faire. Les gens peut-être venaient parce qu'ils avaient gagné des places, tu vois, ou genre perdu un pari plutôt, et qui quittent la salle et en disant à mon ingénieur du son, mais vous n'avez pas honte de sonoriser ça, c'est vraiment arrivé. Donc oui, je vois des gens partir, mais tant mieux. Je suis absolument ravi et même un tout petit peu intimidé de t'interviewer. Bah ouais, parce que j'ai pas l'habitude de. Enfin, j'interviewe souvent des politiques, tu vois, des. Ah, mais ce sera moins pire. Hein. Ce sera... Non, mais je sais pas. J'ai pris pas mal de notes. Là. J'ai imprimé des paroles de tes chansons. Et alors, je vais commencer par te raconter un truc. C'est depuis que je t'ai, on va dire, découvert par tes chansons, je les envoie à des copains et des copines et je leur dis mon enthousiasme. Tu vois, je dis putain, c'est génial, c'est à mourir de rire, etc. Et je me suis retrouvé face à un vrai clivage parce qu'il y a des gens qui trouvent mais pas drôle du tout, qui me disent mais c'est quoi ce truc? Et puis alors il y a des gens effectivement qui sont morts de rire quoi. Je me demande au bout de combien de temps les parents des enfants disparus remplacent la chambre de leur enfant par une salle de muscu. Je me demande si les scatophiles attendent le deuxième rendez-vous pour demander à leur conquête si elle chie dur ou chie mou. Je me demande s'il y a assez de place dans un même tiroir de congélo pour y ranger de bébés et des cornets Mico. Donc voilà, est-ce que tu es consciente du clivage que tu suscites chez les gens? Oui, parce que déjà je le vois de mes propres yeux parfois pendant les concerts où les gens peut-être venaient parce qu'ils avaient gagné des places, tu vois, ou genre perdu un pari plutôt, et qui quittent la salle et en disant à mon ingénieur du son, mais vous n'avez pas honte de sonoriser ça, c'est vraiment arrivé. Et lui, il n'a pas honte, du coup, il dit bon, non. Et donc oui, je vois des gens partir, mais tant mieux. Après, que ce soit clivant, en fait, c'est bien parce que du coup, les gens qui sont là, ils sont pleinement consentants et les gens qui veulent pas, ils veulent vraiment pas. Et il n'y a pas de truc de moi, bon, j'écoute, mais bof. Enfin, tu vois, au moins, c'est un vrai choix et j'aime bien laisser le choix. Donc, que les gens le prennent, c'est tant mieux. Voilà, pour eux et pour moi. Je me suis demandé d'où venait cette inspiration parce que les paroles de tes chansons, quand même, c'est quelque chose, quoi. Enfin, je veux dire, pour quelqu'un qui n'est pas préparé mentalement, là, on fait tous caca, toutes des putes, t'as une bite, la vie c'est de la merde, meurs, tire la chasse. J'ai fait une sorte de best-of. Il y en a d'autres. Mais moi, je trouve ça d'une poésie, d'une grande poésie, quoi. Alors, c'est provocateur, etc. Mais comment, je sais pas comment tu travailles, d'où ça vient, cette inspiration. Est-ce que c'est spontanément, tu t'écris vite, on a l'impression que tu écris très vite et ça. Ouais, j'écris très vite. En fait, soit j'écris pas, ou alors si j'écris, je commence et je finis. Je laisse rarement de temps. J'écris pas des petits bouts, ou alors j'écris des petits bouts parce que j'ai pas le temps je peux pas prendre le temps sur le moment d'écrire ce que je voudrais, donc je note un petit quelque chose, mais une fois que je m'y colle, voilà, il faut que ce soit fini. Je laisse pas des trucs traîner sur des jours ou des semaines ou des mois. Après, je reviens juste sur ce que tu as dit au début, que tu trouvais ça provocateur. Bon, moi, je suis pas d'accord du tout avec ce terme, parce que je pense que quand on fait
quelque chose de provocateur. Il y a cette volonté-là derrière de provoquer, je pense, et qui n'est pas du tout la mienne, vraiment. Au contraire, enfin, tu vois, si des gens parfois se sentent offusqués, en fait, je suis désolée pour eux, quoi, parce que c'est vraiment pas ce que je voulais. Mais il n'y a pas, non, il n'y a pas vraiment cette volonté, parce que je trouve ça un peu, je trouverais ça un peu prétentieux, tu vois, de dire, ouais, attention, moi j'arrive et je vais déranger. Mais provoquer, ça veut pas forcément dire déranger. Provoquer, ça veut dire sortir des canaux habituels pour enfin, c'est très trash, quoi. C'est très paf, tu vas pas, tu prends pas de pincettes, quoi. Donc forcément, il y a une provocation qui s'installe alors, elle est liée aussi à tes tenues. Enfin, généralement, j'ai regardé des vidéos de toi. T'es plutôt habillée en petite fille, en rose, et puis t'as une petite voix qui minaude quand même, tu joues beaucoup ça, puis alors, mais t'envoies du lourd derrière, quoi. C'est la confrontation entre ton aspect et cette douceur qu'il y a quand on te voit. Enfin, on se dit, on t'imagine pas sortir des horreurs comme celle que tu sors. Enfin, c'est ça qui est provoquant, non? Tu es beau, tu sens bon le sable chaud, tu es gentil, tu gagnes pas mal ta vie. Mes amis t'aiment beaucoup, on peut dire que tu as tout. En plus de ça, tu m'aimes, mais il y a comme un problème. Oh, tu baves quand tu dors, et c'est vraiment dégueu. Oui, tu baves quand tu dors. Oui, peut-être surprenant, peut-être provoquant. Je sais pas trop, peut-être plus surprenant, mais parce que on s'attend toujours à ce que la forme, représente le fond. Enfin, tu vois, je sais pas, effectivement, si j'étais percée partout, tatouée avec, tu vois, une crête et tout ça, bon, on se dirait, ah, on voit très bien ce qu'elle va faire. Elle commence à chanter. C'est effectivement ce qu'on s'attendait à entendre. Donc bon, il n'y aurait pas ce truc. Après, je ne vais pas faire semblant, tu vois, d'être une grosse déglingo et tu vois, genre, des trucs tatoués sur le front. Pas parce que je ne suis pas du tout comme ça. Donc, je fais avec ce que je suis. Bah, alors forcément, sur scène, enfin, comment dire, je ne suis forcément pas sur scène comme je serais dans la vie, parce que si je faisais tout ce que je veux faire dans la vie, je ne monterais pas sur scène. Enfin, je pense que quand on dit tout ce qu'on veut dire dans son quotidien, on ne ressent pas le besoin d'écrire une chanson ou un film. Enfin, je pense. Donc, je sais pas, on a décidé que les chansons, ça devait parler d'amour et tout ça. Bon, après, moi, j'étais pas là quand la décision a été prise. Moi, j'ai pas participé au vote, donc j'ai pas donné ma voix ni pour ni contre. Donc, moi, j'arrive, je prends le train en route et bon, apparemment, ce train mène beaucoup de gens au même endroit. Cet endroit-là, moi, c'est pas du tout ça qui m'intéressait dans la chanson, donc je suis allée ailleurs, quoi. J'ai découvert, moi je savais pas que tu as fait beaucoup d'albums finalement. Combien maintenant? T'en es à combien? Oui, j'en ai vraiment. Bon, quand on aime, on ne compte pas, tu sais. Mais je crois que j'en ai fait 10. Ça semble être beaucoup d'albums. Mais moi, ce que je fais, c'est assez simple en arrangement. Tu vois, c'est pas, je vais pas partir au Népal, faire une introspection et ensuite trouver vraiment le guitariste qu'il me faut et l'arrangeur que j'aime parce que j'ai entendu ses sons sur Nova. Tu vois, enfin, moi, c'est pas du tout comme ça. Moi, je fais un album parce que c'est un prétexte pour moi de faire une tournée et que du coup, comme j'aime bien faire plein de concerts, du coup, je me dis, je vais refaire un album, comme ça, je vais pouvoir repartir en tournée, quoi, tu vois. T'es un peu t'es l'anti-Carla Bruni, quoi. Ouais, je pense qu'on peut dire ça sur beaucoup de sujets, notamment la musique, mais d'autres sujets également. Ouais. Oui, comment dire, en fait, souvent, les chanteurs, après, est-ce que je suis chanteuse, je ne sais pas, mais les musiciens, est-ce que je suis musicienne, ça, j'en sais rien non plus, mais ils sacralisent beaucoup
l'objet album, tu vois, genre, oui, mon album va sortir, c'est comme une naissance et tout. Alors, moi, j'ai jamais ressenti ça comme ça. J'ai jamais, voilà, c'est juste que quand tu écris des chansons, au bout d'un moment, faut bien les mettre dans une boîte parce que c'est le seul truc qui existe nulle part, en fait. Enfin, quand on écrit un livre, après, c'est sur du papier, et puis on le met dans sa bibliothèque, on peut, tu vois, c'est palpable, quoi. Un film, pareil, on peut le regarder, on peut le re-regarder, il y a une jaquette. Les chansons, c'est un peu, tu vois, ça... Mais c'est la question que je te posais tout à l'heure. J'ai l'impression que quand on lit ou on regarde tes clips qu'il y a sur Internet, on se dit que tu as une facilité d'écriture, quoi. Pour écrire, par exemple, pour écrire avec le sourire, ça te prend par celle-là ou une autre. Hein. Mais pour que les gens se rendent compte, parce qu'il y a des gens qui ne connaissent pas, qui vont découvrir l'entretien, je vais lire les premières paroles avec le sourire. Parce que alors, moi, le clip que j'ai vu, tu es dans une sorte de petite maison de poupée, comme ça, avec ta guitare. Ça démarre toujours des accords très, très gentillés. Puis tu te dis, il faut regarder la vie avec le sourire, sinon on a envie de mourir. À moins que tu aies envie de te suicider. Il faut regarder la vie avec le sourire, sinon on a envie de mourir. À moins que tu aies envie de te suicider, il faut la voir du bon côté. Si t'es en chimio, que tu ne le vis pas bien, pense à tout ce que tu vas économiser en shampoing. Pense à tout ce que tu vas économiser en shampoing. Donc c'est bon. Alors là, déjà, t'es mort de rire, mais ça devient comme ça, quoi. Donc tu ta douche, tu te fais un shampoing et tu te dis merde, je vais faire un truc avec du shampoing. Tu sors de ta douche et tu y vas, tu te fais 20 lignes et ça te fait. Non, c'est plus. Alors, pour cette chanson, c'est une ancienne chanson, mais vieille, on va dire, vieille, ma courte carrière, mais si je peux me rappeler un peu, c'est que j'avais envie, d'écrire une chanson sur. En fait, parce que je suis toujours dans la vie très surprise par le fait qu'on ne se suicide pas. Voilà. Enfin, dans l'absolu. On ne se suicide pas, ouais. Oui, je trouve ça vraiment très impressionnant. Mais moi, tout le monde, en fait, je me dis, on a quand même ce choix, en fait, de rester en vie ou pas. Et l'immense majorité des gens décident de ne pas se donner la mort. Et je trouve ça fascinant. Parce qu'il y a tellement de raisons de se suicider et très peu de raisons de rester en vie. Enfin, c'est ce que je pense. Excuse-moi, Guédré, mais ça veut dire que toi, tu y penses ou tu y as pensé à te suicider réellement? Oui, mais je me dis, en fait, je trouve ça génial, en fait, d'avoir cette possibilité. Tu vois, qu'on soit un mammifère suffisamment développé pour pouvoir décider de mettre fin à sa vie. Je trouve ça génial parce que en fait, c'est vraiment une issue de secours, à portée de main. À portée de main et de tout le monde, quoi. Enfin, je trouve ça super, en fait, que ça existe. Mais du coup, justement, pour ne pas se suicider, la seule façon, en fait, je pense, la seule raison pour laquelle les gens restent en vie, c'est que sans doute ils regardent le bon côté, tu vois. Enfin, parce que sinon, il n'y aurait plus personne. Et donc, c'est forcément une chanson que j'ai dû écrire pour ça. Et je me dis, il y a quand même des moments où c'est difficile de voir les bons côtés, mais il doit y en avoir. Donc, il doit y en avoir pour tout. Enfin, quand tu es en chimio, le bon côté, c'est que tu n'as plus de cheveux, donc plus de problème, tu vois, après shampoing, les bigoudis, tout ça, on n'y pense plus. Parce qu'il y a toujours un bon côté. Et je pense que c'est simplement parce qu'on le regarde lui plutôt que la réalité qu'on reste en vie, quoi. Tu vois. Après, dans la chanson, tu t'en prends au type dans les fauteuils roulants, au clodo. Si le trafic d'enfants, tu trouves ça trop cruel, dis-toi que pour beaucoup, c'est leur seule chance de voir la Tour Eiffel. En plus, ça rime. Enfin, moi, j'adore ça. Hein. Je trouve ça vraiment, vraiment bien. Et ça ressemble. En fait, il y a sur le marché, on va dire entre guillemets, où il y a beaucoup de mecs qui font des one-man shows ou mais ce registre-là, une fille à la guitare toute seule qui balance des horreurs, entre guillemets, des horreurs. Moi, je suis pas un grand spécialiste de la chanson française, mais c'est la première fois que j'entends quelqu'un comme toi et que je vois quelqu'un comme toi. Quand même, je dois citer mes pères, quand même, j'imagine. Il y a Didier Super, quand même, qui fait ça. Didier Super, c'est un mec, ouais. Ah oui, c'est un mec. Et Didier Super, il a un look tu vois bien son look, quoi. Il a une Marcel, il est tout le temps. Ouais,
On dirait un punk à chien de la gare de Montpellier, oui, c'est vrai. Bon, il a décidé de prendre ce clown-là parce que c'était sans doute comme ça qu'il se sentait plus à l'aise. Bon, ouais, bon, il y en a. Non, mais Ouais. Bon, après, peut-être il y en a, mais elles le font, tu vois, pour faire rigoler leurs copains et qu'on les connaîtra pas, tu vois. Et bon, moi, j'ai eu le hasard qui est venu, tu vois, me taper sur l'épaule et qui m'a dit tiens, en fait, tu vas rencontrer des gens qui vont t'aider à le faire en vrai. Et bon, et puis en fait, j'aurais pu très bien faire ça toute ma vie et que jamais personne soit au courant, tu vois. Je l'aurais fait quand même, mais parce que là, tu es en tournée en ce moment. J'ai vu il y a plein de dates. Sur une année, par exemple, comme ça, tu as combien de dates sur l'année? On va dire une année normale, hein, on va pas faire l'année post-Covid, tout ça. Je sais pas, je dois faire 90 concerts par an environ. D'accord, non, mais c'est bien. Puis j'ai eu des retours de ton dernier concert à Paris. Au Café de la Danse. Au Café de la Danse, ouais. Enfin, j'ai eu des retours très enthousiastes, on va dire. Et comme je savais que j'allais t'interviewer, j'ai essayé de me renseigner un peu. Et en fait, j'ai découvert que tu étais lituanienne, ce que je ne savais pas. Donc, ceci explique peut-être cela. Je veux dire, tu viens d'une autre planète qui s'appelle la Lituanie et tu débarques en France à 7 ans, je crois, à Paris, avec des yeux un peu écarquillés. Et tu as fait... Alors là, je dois dire que la bande dessinée... La boîte de petits pois, là, elle est absolument magnifique, quoi. Moi, je suis auteur de bande dessinée, j'en ai fait plusieurs. Je connais bien la bande dessinée et je connaissais pas du tout, je connaissais pas celle-là. Et elle est formidable de poésie. Puis c'est très cohérent puisque la dessinatrice s'appelle Holly R. Et c'est une enfant, donc. J'aimerais qu'on en parle d'ailleurs de cet album. Je ne sais pas quel succès il a eu, j'en ai aucune idée, mais je trouve qu'il est à la fois tendre et puisque c'est une enfant, donc c'est toi qui parles, mais en même temps il dit tellement de choses sur l'URSS, sur la liberté des hommes, etc. Donc pour le situer en gros, c'est toi petite fille qui raconte ton enfance donc de 0 à 7 ans à Vilnius. Dans une famille avec une grand-mère qui te fait boire de l'alcool. Tu pourras t'expliquer d'ailleurs là-dessus, parce que j'ai l'explication, mais puisque j'ai lu le truc. Et puis un oncle qui met des affiches. Tout ça est vrai, enfin, qui se fait enfermer en Sibérie, j'ai l'impression. Oui, c'est ça. Donc il y a rien inventé dans cette histoire. Tout est... Non. Alors bon, j'avais aucune velléité de faire quoi que ce soit d'autobiographique dans ma vie, ni de bande dessinée, ni de chansons, ni rien. Mais quand la maison d'édition Delcourt m'a demandé, enfin, j'ai eu beaucoup de chance parce que c'était une demande de leur part. Ils m'ont dit tiens, écris une BD et on va t'éditer. De quoi je vais parler? Et en fait, j'ai pris le prétexte en fait de raconter l'histoire de ma famille. La bande dessinée en fait commence quand ma mère a je sais pas 7 ou 8 ans. Donc en fait ça commence quand ma mère est petite, elle, parce que je voulais raconter en fait juste le quotidien d'une vie voilà, sous l'URSS. Et le hasard fait que dans ma famille, j'ai un peu tous les panels en fait de ce qui pouvait exister comme caste, parce qu'il y avait quand même des castes dans ce système égalitaire. Donc j'avais un grand-père paternel qui était apparatchik, donc qui était au pouvoir. De côté de ma mère, j'avais un oncle qui était dissident politique, donc voilà. Et donc j'avais vraiment les deux opposés. Et l'union voilà, de ma mère et mon père qui sont issus de familles voilà, que vraiment tout oppose. Donc j'avais un peu tous les prismes, c'est-à-dire que j'avais le récit et les souvenirs d'un oncle qui a été déporté pendant 10 ans parce qu'il a collé des affiches dissidentes, entre guillemets, dans la rue. Et de l'autre côté, j'avais un grand-père qui nous apportait des mets rares, je sais pas moi, de l'huile, parce qu'il avait accès à des magasins spéciaux qui n'étaient que pour les apparatchiks. Donc, en fait, très vite, j'ai compris, il n'y avait pas grand-chose à comprendre, mais j'ai en tout cas grandi dans un monde où
comment dire, on voit les mensonges au quotidien, quoi. C'est-à-dire où l'ambition voilà, de ce régime était voilà, une égalité parfaite et totale entre tous les hommes. Et vraiment, moi, je suis née et j'ai vu que devant mes yeux, c'était totalement faux. Donc, c'était marrant. Et j'avais envie de parler de ça. Enfin, c'était pas de ça dont j'avais envie de parler. J'avais plutôt envie de parler, de juste raconter le quotidien et de juste dire qu'en fait, moi, avant d'arriver en France, et avant de voir qu'il y avait des bananes et du sucre en morceaux, en fait, moi, j'avais manqué de rien parce que je ne savais pas qu'il y avait plus ailleurs, en fait. Donc, quand on ne peut pas comparer avec mieux, eh bien, ce qu'on a, ça nous suffit, en fait. Et je trouvais ça marrant. Justement, pour rebondir sur ce que tu dis, j'ai relevé une phrase où tu dis, c'est ce que tu es en train de me dire, mais on a l'impression qu'il y a un peu de nostalgie aussi. C'est-à-dire que tu dis, nous, en Lituanie, il n'y avait rien pour personne. Alors que quand tu arrives en France, il y a énormément de choses, mais il y a une inégalité, il y a des gens pauvres, il y a des gens... Et je sais pas, comment c'est-à-dire, non, mais bon, après, c'est tout le paradoxe de se souvenir de ça, en fait. Enfin, comment dire, quand j'en parle avec ma mère, qui, elle, pour le coup, dès que je lui dis quelque chose comme ça, elle a les poils qui se hérissent sur la tête. Elle dit, mais non, mais tu peux pas dire que c'était bien que tout le monde ait rien. Enfin, bon, je dis non, mais je dis pas que c'est bien que tout le monde ait rien, mais comment dire qu'effectivement, qu'il y avait une espèce de... ma foi, quand même, une égalité. Alors, c'était une égalité dans le malheur, quand même. Hein. Enfin, non, je ne vais pas enjoliver les choses. Mais en fait, ce qui est drôle et ce que j'ai du mal à raconter et qu'on comprenne vraiment, et à ce sujet, je vais juste raconter une anecdote. Je parlais en fait avec une amie devant ses enfants qui étaient adolescents à l'époque, donc ils avaient 14 et 15 ans, et on se rappelait des souvenirs. Comme je raconte dans le livre, que quand il y avait un enfant dans toute la cour de l'immeuble qui avait un chewing-gum, on se mettait en cercle et on le mâchait chacun à son tour 1 minute pour partager, etc. Ou que quand on avait, je sais pas, en fait, quand on avait quelque chose, on appelait tout le monde. Et on disait, regardez, on va le couper en autant de nombres que nous sommes. Et on se racontait des souvenirs comme ça. Et les enfants de mon ami, donc, qui sont nés aujourd'hui, enfin, il y a 14 ans, donc, dans un système capitaliste, qui n'ont jamais rien connu d'autre, en fait, ils nous écoutaient comme ça. Et la question qu'ils nous ont posée m'a beaucoup surprise. Ils m'ont dit, mais vous étiez obligés de partager ? Alors, je me suis dit, je me suis jamais posé la question, en fait, est-ce qu'on était obligés ? Alors, bien sûr que non, on n'était pas obligés, donc je dis non, pas du tout. Il me dit, mais si vous gardiez cette chose pour vous, est-ce que vous étiez punis ? Et je lui ai dit, non, on n'était pas punis, enfin, c'est ta chose, quoi. Donc, il me dit, mais alors, on avait le droit de le garder pour soi. T'aurais pu Et en fait, pour eux, le truc qui les dérangeait, c'était... en fait, ça semblait horrible dans leur tête qu'on soit obligé de partager une chose qu'on a. Et ils ont vraiment bloqué là-dessus et ils ne comprenaient pas pourquoi on partageait alors que ce n'était pas obligatoire. Tu vois ? C'est drôle, non ? Mais ça veut dire que chez vous, enfin chez toi en Lituanie, il y avait un sens de la fraternité, que vous étiez obligés de vous unir pour résister à l'oppresseur, et que dans les sociétés occidentales ou en France, on n'est plus dans ce trip-là, quoi. Non, c'est ça ? En Lituanie, aujourd'hui non plus. Hein. Maintenant, non, mais à l'époque, oui. À l'époque, en fait, on ne se posait pas la question. Enfin, c'est-à-dire, c'était vraiment les 99%, comme on dit, qui étaient vraiment tous, qui pataugeaient tous dans la même gadou, quoi. Donc, ouais. Tu racontes au début de l'album que ton oncle, donc toi, en fait, il avait 15 ans quand il collait ses affiches. Et quand il est envoyé au camp, il a 15 ans. Non, justement, en fait, il est resté dans les geôles, de geôles du KGB à Vilnius en attendant sa majorité. En fait, quand il s'est fait arrêter, il allait avoir 17 ans. Il a commencé à 15 ans, il allait avoir 17 ans, donc il a attendu un peu plus d'1 an d'être majeur pour se faire... Et en fait, ils étaient dans un groupe organisé ou c'était quelqu'un qui était un peu isolé, tout seul Non, mais ils étaient vraiment 6 copains qui faisaient ça comme aujourd'hui.
on irait écrire Macron PD, tu vois, sur un mur avec un couteau, quoi. Enfin, tu vois, il y avait rien. En fait, il y avait pas de grandes ambitions de changer le monde, tu vois. En fait, il faisait ça parce qu'il se trouvait que c'était pas juste et que du coup, Et ton grand-père qui était proche du pouvoir, il a rien pu faire pour l'aider? Ah, c'est une bonne question. Mais bon, de toute façon, je pense que mon oncle n'aurait pas accepté d'être sorti du goulag par un apparatchik. Ah oui, à ce point-là. Ouais, c'était vraiment contre ses valeurs. Et en fait, c'est drôle parce que quand j'ai voulu que tout ce que je raconte, je voulais que ce soit vrai. Donc, j'ai interrogé mon oncle sur toute cette période de sa vie qu'il ne raconte pas. Et en fait, j'ai été très surprise parce qu'il me racontait tout ça. Alors, voilà, hein, c'est un goulag, hein, donc c'est en Sibérie. Il n'y a vraiment rien de réjouissant là-dedans, quoi. Enfin, il fait froid, on a faim, il faut bosser, tu vois, bon. Et il m'a quand même dit ce truc très étonnant que ça a été les meilleures années de sa vie, quoi. Parce que les dissidents politiques, en fait, étaient enfermés ensemble pour ne surtout pas mettre des mauvaises idées dans la tête des personnes non contaminées encore. Donc, ils étaient entre eux, en fait, pour surtout pas propager cette parole dissidente. Et donc, pour lui, c'était génial parce que c'était le seul endroit où, dans sa vie, il a pu parler librement sans avoir peur de se faire dénoncer, sans... oui, c'était ça principalement. Hein, la peur, c'était de se faire dénoncer. Et là, ils étaient tous en prison pour la même raison. Donc, il m'a dit qu'en fait, c'était génial. Enfin, qu'il a adoré. L'album s'appelle La boîte de petits pois parce que en Lituanie, c'était Noël quand il y avait une boîte de petits pois. En tout cas, il y avait des petits pois quand c'était Noël. Ça, ce serait la bonne manière de dire. En fait, les boîtes de petits pois en conserve, quoi. Il y en avait vraiment pas beaucoup. C'était dans une espèce de panier qui était offert par l'entreprise pour laquelle on travaillait ou des choses comme ça. Et il y avait une boîte par foyer et par trimestre, on va dire. Enfin, c'était vraiment très calculé. Et justement, pour revenir sur cette différence entre les pays, les classes, ma mère avec sa famille normale, on va dire, et mon père qui était fils d'apparatchik. En fait, ma mère, la première fois qu'elle est arrivée chez mon père, qui vivait donc chez ses parents, elle a vu le frère de mon père manger des petits pois à la cuillère, comme ça, dans la boîte, en train de bouquiner, quoi, en train de lire un livre et manger des... Et ça, c'est pas c'est pas fabulé, c'est pas enjolivé. Elle s'est vraiment évanouie, en fait. Elle a perdu connaissance. Parce que... alors, c'est difficile à expliquer, mais c'est vraiment comme si aujourd'hui, en fait, toi, tu m'appelais sur Zoom et en fait, j'étais en train de manger un nuage, tu vois. Et normal. Je mange un nuage, quoi. Enfin, je vois pas le problème. Et donc, c'était pour elle aussi fou que ça, de manger des petits pois à même la boîte. Genre, c'est même pas un sujet, quoi. On en attend qu'on veut au magasin spécial pour les membres du parti. Et donc, en fait, cette anecdote, pour moi, représentait un peu ce que je voulais raconter, l'une des choses que je voulais raconter, de ces petits paradoxes et de la préciosité de choses qui une fois arrivées en France, pour nous, étaient... Parce que là, c'est devenu complètement banal, une boîte de petits pois. Aujourd'hui, oui, bien sûr. Bon. Est-ce que tu as des enfants? Tu as des enfants? Oui, j'ai un petit garçon. Et tu lui racontes tout ça, enfin, quand tu... Bon, pour l'instant, il est trop petit. Ah bon? Mais il est tout petit. Mais oui, alors, en fait, ce sera drôle parce que pour lui, ce sera tellement loin. Enfin, mais même pour les parce que en fait, le livre, c'est souvent, il est souvent acheté par des adultes qui en fait ensuite le donnent à leurs enfants parce qu'ils voient que ça va dans le livre. Il n'y a aucune grand-mère qui se fait sodomiser dans une cave, on peut le donner à des enfants. Et donc, en fait, leurs enfants, c'est drôle parce que pour eux, ça semble si loin dans le temps et dans l'espace. Alors que c'est dans ma propre vie et je ne suis pas si âgée. Donc, c'était il n'y a vraiment pas longtemps et il y a vraiment pas... C'était pas loin non plus. Et ça semble une autre planète. Et
Donc, ça va être drôle. J'ai vu une archive où c'est toi, enfant, mais toute petite enfant, qui chante l'hymne russe. Non, c'était lituanien. Lituanien, ouais. Lituanien, mais ça ressemble à l'hymne russe. Mais d'où ça sort ça? Comment tu as récupéré ça? Parce que c'est ta voix. Oui, c'est dingue. Non, c'est complètement dingue. En fait, c'est une amie lituanienne à moi qui travaille beaucoup en fait pour des archives sur la Lituanie, pour des films, des choses comme ça. Et donc en fait, elle passe ses journées à farfouiller dans des archives audio, vidéo, et elle est retombée sur cette archive et elle me l'a envoyée et elle me dit attends, c'est 1991, une guilledrée en Lituanie qui parle français. Elle me dit, je pense que ça peut être que toi. Et dont le frère s'appelle Sharunas, mon frère s'appelle Sharunas. Elle me dit, vraiment, là, si c'est pas toi, vraiment, il faut que vous vous rencontriez parce que je pense que elle t'a volé ta vie. Et effectivement, je l'ai écouté et c'est moi. Donc, c'est complètement dingue. Et alors, je crois que c'est sur France Culture ou quelque chose comme ça. En fait, ils avaient dû venir en Lituanie après l'indépendance pour, je sais pas, faire quelques petits reportages radio. Et ils sont tombés sur toi. Et ouais, et bon, après, on n'était pas beaucoup à parler français. Dans la Lituanie qui sortait de l'Union soviétique, c'était vraiment rare, quoi. Donc, Guilledrée, tu as quel âge? 6 ans. Et ça fait combien de temps que tu apprends le français? 1 an. Tu as un frère qui a quel âge? 10 ans. Sharunas. Vous en parlez à l'école de l'indépendance de la Lituanie ou pas du tout? Un peu. Vous êtes allé à une manifestation ou non? Maman t'a pas amené à la manifestation, voir les chars russes? Oh oui. Il y avait beaucoup de monde? Oui. Et ils ont chanté l'hymne national? Oui. Et tu as chanté avec eux? Je l'ai oublié. Tu connais au moins la première phrase? Iš praeities tavo sūnus, Lietuva tėvynė mūsų, tu didvyrių žemė. Iš praeities tavo sūnus, te stiprybę semia. Tu avais une prof de français quand tu étais enfant? Non, j'ai appris le français quand je suis arrivée en France, en fait. Mais après, je suis retournée vivre en Lituanie. C'était un peu bon, on a pas mal. Ah oui, d'accord. Donc, et dis-moi, Guilledrée, c'est un prénom. D'abord, il n'y a pas de U, donc moi je disais Guilledrée, oui. mais c'est un prénom connu là-bas. Enfin, pas du tout. Oui. Non, Guilledrée, c'est genre Julie, quoi. Ah donc, oui, d'accord. Donc, quand je vais en Lituanie, vraiment, ça me repose beaucoup parce que quand je me présente, les gens disent ah ok, alors qu'ici je dis Guilledrée, oui, alors j'étais tout ça, mais là-bas c'est tout à fait commun, quoi. Ouais. Et sur ton on va dire ton nom d'artiste, le R est majuscule. Ouais. Pourquoi comme ça? Je sais pas, en fait, moi j'ai un peu des trucs avec les lettres et les mots, tu vois. Par exemple, je suis incapable d'écrire une chanson à l'ordinateur. Il faut toujours que j'écrive à la main. Parce que, en fait, déjà qu'on est tous obligés d'utiliser les mêmes mots pour dire des choses qui, pourtant, pour chacun, ont un sens différent, tu vois. Mais donc déjà, ça appauvrit beaucoup. Mais alors, en plus, si j'utilise des caractères d'imprimerie, donc les mêmes que, enfin, il n'y a plus rien, j'ai l'impression qu'il m'appartient. Et ce R majuscule, je sais pas, un jour, je m'étais dit que c'était injuste qu'il y ait juste les premières lettres, les premières lettres du mot qui soient en majuscule. Et peut-être il y en avait une au milieu qui méritait aussi, tu vois, une plus grande place. Donc, j'ai décidé de mettre le R parce que je trouvais qu'il avait l'air de mais je me suis posé la question, quoi. Il était tout petit comme ça, là, au milieu. Alors que je voulais le rendre majestueux, tu vois, simplement. Tu y retournes. Ta mère vit en France aujourd'hui ou elle est toujours à Vilnius? Non, en fait, maintenant, elle est moitié-moitié. Enfin, elle fait moitié de l'année ici, moitié de l'année en Lituanie. Moi, j'ai mon frère, j'ai toute ma famille là-bas et j'y retourne souvent, enfin plusieurs fois par an. C'est pas bien, c'est pas écolo, mais bon, c'est mon pays. Non, pas du tout. Mais là, je stabilise à fond. Est-ce que si tu y allais récemment, est-ce qu'il y a un climat un peu de panique et tout avec ce qui se passe en Ukraine? Comment ils vivent ça?
Oui, je n'y suis pas allée là depuis l'invasion de l'Ukraine, mais tout le monde est complètement paniqué, vraiment. Euh, alors, on a beau dire des choses logiques en disant mais la Lituanie est dans l'OTAN, ça ne sera pas la même situation. C'est inaudible et tout le monde se dit de toute façon on est les prochains, enfin nous ou la Lettonie ou les voisins. Donc ouais, tout le monde est totalement paniqué. Ouais, et il y a une très forte résistance en fait qui s'organise, mais tout de suite en fait. Et les gens sont très 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 actifs. Bon, l'ont été dès le premier jour en fait pour aider de quelque manière que ce soit comme ils disent, leurs cousins ukrainiens. Et pour revenir à ta grand-mère, ouais, il y a cette anecdote. Mais tu avais quel âge quand elle te fait boire de la vodka ou je sais pas ce qu'elle te fait boire d'ailleurs. Mais... Non, en fait, elle voulait me faire parce qu'elle fabriquait son propre alcool là, où c'était juste de l'alcool à 90 avec de la confiture dedans, quoi. Bon. Et en fait, elle voulait toujours que j'en boive, mais j'avais, je sais pas, 5 ans, quoi. Et vraiment, c'était pas bon. Et en fait, après, elle a essayé tous les alcools et vraiment, j'en voulais aucun. Mais après, la bière, ça passait un peu mieux. Donc, tous les jours, je devais boire un peu de bière parce que sinon, plus tard, je ne résisterais pas à l'alcool. Et du coup, le premier type venu va me saouler et ce sera le déshonneur sur la famille, tu vois. Donc, bon, je comprends, ça partait d'une bonne intention, mais maintenant, je coûte une blinde en soirée, tu vois, parce qu'avant que je sois un peu pompette, vraiment, il faut en vider des verres. Donc, ça a bien marché. Ça a très bien marché. Mais c'est, comment dire, toute plaisanterie mise à part, c'est quand même un peu dangereux pour une enfant d'être alcoolisée à cet âge-là. Vous buviez du vin à la cantine, hein, vraiment. Genre, c'était il n'y a pas assez longtemps. Non, c'était il y a 50 ans en France. Là. Bah oui, il y a 50 ans, mais c'est pareil, les enfants étaient les mêmes. Hein. C'était pas mieux de boire du vin à la cantoche il y a 50 ans. Mais les enfants ne buvaient pas de vin. Enfin, je sais pas, mais enfin, les enfants, il y a très longtemps, mais là on parle d'une période assez récente. Mais oui, je sais. Ça veut vraiment dire que elle craignait pour ça. Enfin, c'était la vraie explication, c'était ça. Elle avait peur que tu te fasses violer par un homme, donc il fallait que tu résistes à l'alcool. Enfin, oui. Mais c'est la seule qui. Enfin, je veux dire, c'est un cas unique en Lituanie où toutes les grand-mères font comme ça. Je sais pas. Posé la question. Ouais, je sais pas trop. Non, c'est pas vraiment dans les livres d'éducation, hein, à la bibliothèque, non. Mais pour elle, c'était important, quoi. Enfin, c'était important que voilà que je sois autonome, forte. Et donc, pour rester forte, il faut pas être ivre vite. Donc, il faut être très résistante à l'alcool pour pas se faire entourlouper, tu vois. Même, je sais pas, c'est complètement farfelu, mais ouais, j'étais obligée de boire tout le temps. Mais sans doute, est-ce ta grand-mère d'ailleurs, ou tes parents, enfin l'éducation que tu as eue, qui t'a rendu en apparence fragile, mais en fait, tu es quelqu'un visiblement d'assez forte, quoi, pour pouvoir écrire ce que tu écris, chanter ce que tu chantes, tourner comme ça seule, ça demande une énergie et une force, quoi. Et oui, grand-mère, il est très bon ce thé. Et non, ça ne me gêne pas que t'enlèves ton dentier. Ce qui me met un peu plus mal à l'aise, c'est que là, grand-mère, t'es en train de pisser sur ta chaise. J'ai rien dit quand tu m'as pris pour le jardinier. J'ai fait semblant de ne pas t'entendre péter. Mais là, c'est dégueulasse, vraiment. Grand-mère, je crois qu'il est temps. Il est temps que tu meurs, grand-mère. Grand-mère, il est temps. On va passer chez le notaire. Et après, tu meurs. La grande chance que j'ai eue, c'est que quand j'ai commencé à écrire mes chansons, en fait, j'avais aucune ambition de les faire écouter à personne, jamais. Et je n'avais surtout pas l'ambition d'en tirer un quelconque succès ou quoi. Et donc, en fait, j'ai écrit au début en étant absolument délestée de toute volonté de plaire à qui que ce soit. Je pense que c'est plus facile. Après, c'était vraiment par hasard que tout a très très vite tourné et que je me suis retrouvée sur des scènes avec des gens devant moi et tout ça. Mais c'était vraiment par hasard. Et
Et du coup, je pense que c'est plus facile. Je pense que, je sais pas si j'avais voulu rencontrer du succès avec mes chansons. Je sais pas si j'aurais osé pas écrire ce que j'écris, hein, c'est pas ça. Mais est-ce que j'aurais osé écrire des chansons et aller les faire écouter à des gens en disant, s'il vous plaît, aimez-moi. Et comment ça s'est fait, ton premier album, les premières chansons? Est-ce que tu as eu quelqu'un ou quelqu'une, hein, qui a adoré ça et qui t'a aidé, ou comment c'est parti? Ouais, c'est que des histoires de main tendue, quoi. Et en fait, moi, j'ai fait une école d'art dramatique. J'ai fait l'ancienne Rue Blanche, qui est aujourd'hui à Lyon et qui s'appelle l'ANSA, et où j'ai appris vraiment plein de choses super. Seulement, la chose la plus importante, je trouve, à mes yeux, on ne nous l'a pas apprise, et qui est que quand on est comédien ou comédienne, en fait, on passe sa vie à être dépendant du désir des gens pour travailler. Ouais. Et en fait, ça, c'était peut-être idiot de ma part, mais je n'avais pas du tout conscience de ça. Et donc, quand je suis sortie de là, je me suis dit, ah mais attends, mais donc ma vie, ça va être ça, d'attendre que quelqu'un veuille bien que je fasse mon travail. Ça, c'était vraiment pas du tout possible pour moi de devoir plaire à quelqu'un pour pouvoir exercer mon métier, quoi. Enfin, plaire, convenir, en tout cas, pour un rôle, je sais pas. Et en fait, comme j'écrivais mes chansons, pas la même chose que j'écris, mais dans cette même veine. Et aussi parce que j'avais du mal avec le fait d'avoir plein de moments dans ma vie où je fais rien. Comment dire, souvent quand on est comédien, on va tourner pendant 3 mois, on fait rien pendant 2 mois. Bon. Et après, moi, j'ai cette espèce de culpabilité soviétique où il faut travailler, il faut que la vie ce soit dure, il faut vraiment sentir la sueur couler de ton front. Et du coup, je me suis dit, je vais aller chanter mes chansons dans un bistrot en bas de chez moi. Comme ça, je vais gagner des sous et je vais faire quelque chose, exercer quelque chose. C'est un métier, c'est pas un métier, mais en tout cas, je vais faire quelque chose. Et du coup, je chantais dans ce bistrot, et puis j'ai rencontré l'ami d'une amie qui écrivait des chansons et qui m'a dit, j'écris des chansons aussi, faudrait qu'on se voit. Bon, ok. Et puis lui, il a eu l'opportunité de faire une première partie de Raphaël Mesrahi à La Cigale, et il lui manquait 10 minutes, en fait, parce que Raphaël Mesrahi avait besoin de 30 minutes de première partie, et il m'a demandé de lui rendre service en chanter 10 minutes. Et donc, j'ai dit, d'accord. Mais c'est-à-dire, en fait, j'étais jamais montée sur une scène pour chanter mes chansons. Et je suis arrivée, et c'était vraiment, j'étais nullissime. J'étais comme ça, en train de faire mes balances. Je ne savais même pas ce que c'était des balances. Moi, je chantais dans un bistrot. Et là, on me dit, oui, ça va tes retours? Moi, je fais, ouais, au top. Et là, il y a un type qui passe derrière qui fait, Jean-Jacques, tu brancheras les retours? Non, mais c'était vraiment, j'avais vraiment honte de moi. Et donc, j'ai chanté 10 minutes, et après, Raphaël Mesrahi m'a demandé si j'avais d'autres chansons. Et comme dans mon bistrot, le deal, c'était que je chante 2 heures. Parce qu'il disait, moi, je veux bien que tu viennes chanter dans mon bar, mais il faut chanter 2 heures. Ok. Alors, j'avais écrit plein de chansons. C'est très long, 2 heures. J'ai dit, oui, j'ai un répertoire de 2 heures. Et il m'a dit, allez, reviens faire la première partie toute seule. Et puis après, tout s'est vraiment enchaîné très vite. Mais c'était vraiment du jour au lendemain. Je me suis retrouvée à La Cigale. Et puis après, une fois que j'étais montée sur une scène, c'était une jolie métaphore, alors que je déteste les chevaux. Mais tu vois, je ne suis plus jamais redescendue, en fait. C'était en 2010. Ouais, ça fait 12 ans maintenant. Donc, ouais. Non, c'est pas mal. Il y en a plein des chansons, mais il y en a une autre que j'aime bien, qui est encore d'une poésie avérée, qui s'appelle Tire la chasse. Et c'est l'histoire d'un type qui a une mauvaise haleine, quoi, une très mauvaise haleine. C'est ça où tu dis plein de conneries. Il dit tellement de conneries. Non, c'est plus, il dit vraiment beaucoup de conneries. Donc, en fait, c'est vraiment, au bout d'un moment, on se demande s'il parle ou s'il fait caca par la bouche, quoi. Donc, moi, je pense que, en fait, globalement, en général, c'est plus, tu vois, de l'ordre de la défécation verbale. Donc, je te dis qu'à ce niveau-là, en fait, il faudrait tirer la chasse, quoi, après qu'on part. Ouais. Il dit, quand je te regarde, je me demande parfois si tu es habitué. Je te regarde, je me demande parfois si t'es habitué au goût qu'elle a. Toute cette flopée de merde qui sort de ta bouche. T'as pas envie parfois de mettre ton visage dans une couche? Mettre
visage dans une couche. C'est étonnant, t'as jamais l'air dégoûté, etc. Moi, j'ai pensé à Zemmour quand j'ai écouté cette parole. On peut, ouais. Lui, bon, il est malheureusement pas le seul, mais il excelle en la matière, effectivement. Alors, ma préférée, c'est peut-être pas original, je sais pas si c'est la tienne, mais c'est Marie-Jo, quoi. Marie-Jo, quand je l'écoute, je suis chaque fois mort de rire, quoi. Marie-Jo faisait des shampoings dans un salon à Tourcoing. Elle lavait le peu de cheveux qu'il restait aux petits vieux. Marie-Jo faisait des shampoings dans un salon à Tourcoing. Elle avait le peu de cheveux qu'il restait aux petits vieux. Elle coiffait les pellicules en regardant la pendule et son ennui défilait par la vitrine du salon de beauté. Elle était déprimée, alors le soir elle faisait chier René parce qu'il avait mis des miettes et n'avait pas racheté d'aneth. Il lui manquait un truc à Marie-Jo, mais quoi? Une maison, un mari, des enfants et un chat. Elle a tout ce dont elle rêvait, oui, mais ce qu'il lui faudrait, c'est se faire sauter. Marie-Jo, c'est ce qu'il te faut, te faire sauter bien comme il faut. Puis après, c'est de plus en plus... Bah oui, ma petite Marie-Jo. Bah oui, je l'aime bien. Bah, en fait, souvent dans mes chansons, je mets des bonhommes, enfin des bonhommes ou des bonnes femmes, hein, c'est une bonne femme. Mais ouais, c'est souvent des gens, mais je les aime tous, quoi. Marie-Jo, je l'adore, et son mari aussi, le pauvre. Mais la Mais pauvre, tu veux dire ouais. qu'ils existent vraiment? Non, t'as changé les noms. Ah, ben, je pense qu'ils existent. Je pense qu'ils sont légion. D'accord, dans non, mais le je veux monde. dire, c'est quelqu'un qui t'a inspiré Non. ce personnage, non? Non, ce sont jamais des gens qui existent vraiment. Après, je pense qu'ils existent tous, en revanche. Parce qu'il y a pas de raison qu'ils existent que dans ma tête, quoi. Ouais. Tu vois. Je pense que, de toute façon, je fais que des chansons sur des choses qui existent en vrai. Enfin, des gens qui font caca par la bouche, il y en a vraiment plein, quoi. C'est pas dans mon imagination. Vraiment, on le voit beaucoup. Tout comme, bah ouais, Marie-Jo, je suis sûre qu'elle existe et qu'elle n'est pas toute seule, quoi. Et là t'es très présente. Une fois par semaine, t'es sur France Inter ou une fois Non, c'est plus une fois toutes les 2 semaines. Ouais. Ouais, tu fais des chansons, fausses chansons pour enfants en tout cas, Ouais. qui envoient du pâté aussi. Alors, il y a des destins tout tracés parmi nous. Regardez, il y a 9 ans, Alex, dans une émission qui s'appelait le 75 minutes, nous avions invité une jeune chanteuse et elle avait chanté le Clash aux enfants. Et oui, C'était prédestiné. et aujourd'hui, c'est fou, elle se retrouve apaisée dans une émission pédagogique. C'est incroyable, c'est Guédré. Quand tu es grand et que tu n'es pas sage, on te met avec d'autres grands dans de petites cages. Si tu aimes les animaux, cet endroit est fait pour toi. Il y a des cafards à gogo et on peut caresser des rats. Comment ça se passe avec France Inter, la direction, tout ça? Il n'y a pas d'embrouille pour l'instant, ça va? Non, après, en tout cas, moi, on m'a jamais rien dit. Et je crois qu'ils protègent assez leurs chroniqueurs. Il y a des précédents où plusieurs se sont fait virer. Oui, c'est vrai. Non, alors pas de problème pour l'instant. Après, c'était drôle. On discutait avec plein de gens. Il y avait Charline Van Nacker, donc qui présente l'émission, qui me présente à une de ses amies et qui dit mais tu connais pas Guédré? Mais si, tu sais, on reçoit vraiment beaucoup de mails quand elle chante une chanson. Et alors comme ça, et plus tard je vais la voir et je dis mais Charline, c'était une blague quand tu as dit ça. Et elle m'a dit non mais t'occupe pas de ça. Et elle est partie. Je me dis c'est ce que je me suis dit parce que c'est service public et donc tu dois. Oui, mais ils ont la délicatesse de pas faire suivre, je pense. Et puis en fait, si je veux savoir ce que les gens pensent, c'est vraiment du masochisme parce que je le publie même pas moi, donc c'est publié par France Inter par la suite, un podcast ou quoi. Donc il faudrait que j'aille voir les commentaires des vidéos postées par France. Donc c'est vraiment que je veux savoir est-ce que les gens. Non, mais moi je fais pareil, je regarde plus. Donc ouais, mais non, pour l'instant Après, j'essaye de faire des trucs qui passent pas sous le coup de la loi, parce qu'après c'est chiant, c'est juste chiant en fait juridiquement. Ouais, je sais, ouais. Ouais. J'ai une autre question à te poser. Je vais arrêter de te persécuter avec mes questions, mais je me suis demandé en lisant ta BD, parce c'est ta voisine. T'as une voisine qui te foutait un peu les pétoches quand même, et qui avait des poupées elle cousait des poupées qui pleuraient la nuit avec des larmes et tout ça.
Ouais, en fait, bon, c'est assez poétique quand on y pense, mais je me dis, flippant quand même. ouais, c'est assez flippant. Elle avait en fait, je passais mes journées chez elle parce que bon, il n'y avait pas le concept de l'assistante maternelle, hein, vous imaginez bien. Donc, je passais mes journées chez ma voisine et elle avait plein de poupées de chiffon et elles étaient, je me souviens toutes vraiment, mais tellement, tellement tristes. Elles avaient l'air vraiment au bout du rouleau, vraiment. Et elle m'a dit effectivement que la nuit, elle déambulait dans la maison en pleurant avec des grosses larmes. Moi, j'ai trouvé ça horriblement, vraiment tragique et Tu étais toute petite, donc tu croyais à terrifiant. ça. Ouais. Non, bien sûr. Bien sûr. Et évidemment. Donc, en fait, ça m'a appris qu'il faut faire attention à ce qu'on dit aux enfants quand même. Tu vois, parce que ça m'a traumatisée. Je me suis dit, mais les pauvres, il faut aller les sauver. Elles pleurent. En plus, elles sont enfermées dans cet appartement et tout, c'est horrible. Et elles déambulent comme ça. Ah non, mais ça fait film d'horreur. Je me dis comment, quand tu devais être dans ton lit de petite fille, tu devais te lever la nuit pour aller voir dans la maison de ta voisine. Non ? Mais surtout pas. Ben non, il faut vraiment se calfeutrer au maximum, quoi. Ah oui, parce que tu avais peur que les poupées viennent te réveiller. Ah, non, je pense qu'elles restaient vraiment dans cet appartement qui était leur geôle, tu vois, leur espèce de prison, de la prison du malheur, quoi, de ces poupées terribles. Mais c'est en fait, c'est complètement anecdotique, mais c'est juste que c'est drôle, quoi, le pouvoir en fait d'une histoire, quoi. Ouais. Qu'on raconte. Mais c'est sans doute ça qui t'a donné cette poésie que tu as aujourd'hui, quoi. Cette manière que tu as d'écrire, de chanter, d'être. Et tu as une sorte de j'allais dire de naturel, mais c'est ça, quoi. Enfin, je veux dire, quand on te voit sur scène ou quand on te voit en dehors, il n'y a pas grande différence. Je pense qu'il y en a quand même un peu une, parce que comme je te disais au début, je pense que si j'étais tout ce que je veux être dans ma vie, je ne monterais pas sur scène, quoi. Mais en fait, moi, je ne crois pas trop à ce concept du personnage. On a tous forcément un peu... en fait, c'est juste la différence entre la vie et la représentation, quoi. Mais c'est comme tout le monde en représentation, on va pas se gratter les fesses ou manger ses crottes de nez. Alors que quand on est tout seul, on le fait, il n'y a pas de problème. Tu vois, pareil, je vais pas le faire sur scène. Enfin, quoique, si, je pense que ça plairait beaucoup. C'est justement sur scène, je le fais plus que dans la vie. Je suis moins bien élevée sur scène que dans la vie. Mais je crois, comme c'est bon, on se sent forcément un peu fragile parce que en fait, on est seul contre beaucoup de gens. On se trouve juste une manière de fonctionner et d'être avec laquelle on est confortable et avec laquelle on peut se défendre. Je ne vais pas faire semblant d'être une grosse violente et tout ça. Je le suis pas. Donc, bon, sur scène, je ne vais pas commencer à jouer ça. Donc, mais... après, tu dis, tu parles de poésie, ça me touche beaucoup que tu dises ça parce que, tu vois, moi, par exemple, je déteste la science-fiction, je déteste les histoires inventées, tu vois, les trucs qui ne sont jamais arrivés ou qui n'arriveront jamais. En fait, moi, j'aime bien la réalité et j'aime bien... la poésie de la vérité, en fait. Je m'évade, par exemple, beaucoup plus en lisant, je sais pas, une biographie qu'en lisant un truc qui se passe sur la planète, je sais pas quoi, avec des extraterrestres. Ça m'évade pas du tout. Parce que oui, moi, je crois que ce qui me plaît, c'est de voir le beau dans genre le moche partout, quoi. Il y a du vent, là, tu es dans les Cévennes, là, non ? Ah, pardon, excuse-moi, tu m'entends pas bien, peut-être ? Si, je t'entends, mais il y a du vent qui va sur le micro, mais c'est pas grave. Oui, j'habite dans les Cévennes. Tu vis entre Paris et les Cévennes, quoi. En fait, oui, je vis vraiment dans les Cévennes et puis je vais souvent à Paris quand même pour travailler, puis en tourner beaucoup. Mais oui, en fait, on a décidé de partir de Paris. J'ai vécu longtemps à Paris. Au moment du confinement ou... non, avant, il y a 5 ans. D'accord. Il y a 5 ans, donc on avait juste un peu d'avance sur la pandémie. J'ai lu
Enfin, t'en as pas fait beaucoup d'ailleurs, j'ai lu quelques interviews de toi. Et moi, je me disais, en écoutant tes chansons, tes paroles et tout, t'étais quand même une sorte de, à mes yeux, mais une figure de proue un peu du féminisme, parce que tu parles comme un mec, tu t'appropries un langage de charretier parfois, et on n'a pas du tout l'habitude de voir une femme parler comme toi, quoi. Et en fait, en lisant tes interviews, j'ai vu que tu ne te considérais pas du tout comme féministe. Tu dis, je suis humaniste, mais je suis pas du tout féministe. Donc, ça veut dire que tu es même critique à l'égard de ce militantisme-là. En fait, je suis toujours un peu dérangée par les monoluttes, déjà. Et aussi un peu dérangée par les luttes qui ne nous concernent, qui te concernent toi-même. Et en fait, j'en ai marre qu'on parle encore qu'on soit encore obligé, j'imagine qu'on est encore obligé de parler de féminisme aujourd'hui. Les filles qui se touchent pour mettre des tampons, c'est trop des putes. Les filles qui ne portent rien sous leurs sous-vêtements, c'est trop des putes. Les filles qui se laissent ploter pour une mammographie, c'est trop des putes. Les filles qui sont toutes nues devant le médecin légiste, c'est trop des putes. Toutes des putes, toutes des putains, c'est vraiment toutes des putes. Bien sûr que je suis féministe, j'allais dire qui ne l'est pas. Plein de gens ne le sont pas, certes. Mais ça va pas être ma lutte numéro 1, juste sous prétexte parce que je suis une femme et que ça me concerne et que c'est important pour moi. En fait, j'aimerais bien, oui, que les femmes soient les égales des hommes, mais j'aimerais bien que les hommes soient les égaux des hommes et que les animaux soient les égaux aussi de choses qu'on respecte suffisamment pour pas les foutre à 60 dans 1 mètre carré. Enfin, en fait, c'est juste que je trouve ça un peu réducteur, en fait. Donc, j'ai répondu sans doute ça. C'est pas forcément très intelligent de répondre ça parce qu'il faudrait un peu expliquer, mais je trouve ça un peu réducteur. Après, bien sûr que je le suis, mais je ne suis pas que ça et je ne suis pas ça en priorité, en fait. D'accord. Non, mais tu expliques, je voulais comprendre. Mais je sais pas si j'arrive à bien l'expliquer. Et, en fait, c'est que j'ai pas envie qu'un engagement enlève une lutte enlève de la place pour une autre lutte, en fait. Comment dire ? Parce que, politiquement, tu es engagé, ou tu te tiens à l'écart T'étais à la Cigale, par exemple, avec nous. Oui. On voit bien, si tu étais là, c'est pas par hasard, mais je veux dire, tu essaies de prendre tes distances quand même par rapport à l'univers politique ou... Moi, j'ai le même problème. Non, comment dire ? C'est une question compliquée. Moi, je pense que je suis très politisée, mais en fait, être politisée, pour moi, c'est pas aller mettre un bulletin dans une urne une fois toutes les 5 ans. De toute façon, j'ai pas le droit de vote. Ça m'arrange parce que je suis pas française. Donc. Ah oui. Très bien. Mais après, si, je pense que oui, je suis très politisée du soir au matin, en fait. Et parce que pour moi, la politique, c'est ce que tu fais de tes sous, à qui tu les donnes, qui y a derrière. Et alors, pour finir, là, je veux pas prendre trop de ton temps, mais si on devait chuter l'entretien avec ta chanson la plus politique, tu choisirais laquelle ? Parmi les 642 000 chansons que tu as écrites. En fait, moi, je pense qu'elles le sont un peu toutes. Ouais. Alors, Marie-Jo, c'est ma préférée. Enfin, elle n'est pas très politique, celle-là. Non, elle n'est pas politique, mais elle est quand même un peu, parce que la pauvre Marie-Jo, au lieu de se faire sauter, elle est obligée de bosser dans un vieux salon de coiffure pourri, là, à coiffer des petits vieux qui ont des crottes sur le cuir chevelu. Enfin, c'est terrible, le capitalisme, quoi. Au lieu de baiser, on est obligé de gratter des croûtes de vieux. Enfin, c'est
C'est Ouais, surprise, elle est un peu politique aussi, en fait. Oui, bien sûr. Non, mais c'est une bonne chute. Hein, le capitalisme, ça, on peut le définir comme ça. Grâce à toi, quoi. Le capitalisme selon Guédré. Au lieu de baiser, on gratte des croûtes. Ouais. Non, mais je pense qu'elles le sont toutes. Après, celle qui le serait le plus, c'est difficile parce que, par exemple, sur le dernier disque, bon, tu as une bite. Ouais, c'est un peu politique. Bon, on peut dire que c'est féministe aussi, mais c'est pas que féministe en fait. J'espère un peu plus en fait. Bon, tire la chasse. Tire la chasse. Ouais, bon c'est assez politique aussi quand même. Non, mais on peut en trouver. C'est pour ça que je te dis, elles le sont toutes un peu, mais comme je connais pas tout ton répertoire, ouais. Si tu en avais une, on l'aurait mis à la fin. Mais je vais trouver. Non, mais après, j'essaye quand même que ça ne soit jamais vraiment trop. Oui, c'est pas grossier, quoi. Enfin, c'est grossier. Enfin, grossier. Non, les gens qui le font, c'est pas forcément. Voilà, c'est pas forcément les gros sabots et tout ça, mais parce que aussi, je n'aimerais pas imposer aux gens qui m'écoutent. Parce qu'une chanson, c'est dangereux quand même, tu vois. Parce qu'il y a une mélodie, etc. On chante sous la douche et tout. Et parfois, on peut, je sais pas, être amené à chanter des trucs horribles juste parce qu'on aime bien la mélodie, tu vois. Et donc, j'ai pas envie de faire chanter aux gens des choses avec lesquelles ils sont pas forcément d'accord, eux. Donc, j'essaye d'être un peu... Bon, je pense qu'on a compris, hein, ouais. Mais bon, pas très fin non plus. Mais voilà, de pas être trop didactique, on va dire. Voilà. Bon, ben, je vais chercher, je vais trouver. Et en tout cas, merci beaucoup, Guédré. Et je me permets de loin de t'embrasser, de te dire au revoir. Oui, moi aussi. J'aime beaucoup écouter parler les hommes entre eux. Pour moi qui suis une femme, c'est l'occasion d'apprendre un peu des choses essentielles sur le monde. J'en sors toujours plus instruite, surtout sur la taille de leur bite. Je trouvais ça, ma foi, un peu étrange de t'en parler de ces organes génitaux. Mais après tout, qu'est-ce que j'en sais, moi? Je n'ai qu'un clito. J'ai pas un truc énorme, un truc gigantesque qui pend entre mes cuisses et que devraient sucer toutes les mamans. Quelle injustice.